Spoiler alert, je vais spoiler la série Loki et quelques films Marvel. Loki est le dieu de la malice, antagoniste du premier film sur Thor et du premier film Avenger. Il sait trahir, tromper et mentir. La série a transformé Loki, le personnage manichéen qui aime faire du mal autour de lui, avide de pouvoir et de contrôle, à un personnage plus nuancé, qui a une réelle motivation. Dans les films Marvel, la place du méchant occupe en moyenne très peu de temps. Bon, aujourd'hui c'est moins le cas que ça l'était au début. Prenez Iron Man 1 par exemple. Le grand méchant c'était Obadiah Stane, qui voulait l'entreprise de Tony Stark pour la thune, le pouvoir, la gloire. C'est pas un méchant auquel on pourrait s'identifier ou moins comprendre. Il a juste un défaut humain exacerbé, c'est tout. Et ce genre de méchant était généralement dû au manque de temps. En 1h30, on n'a pas le luxe de pouvoir s'intéresser autant au protagoniste qu'à l'antagoniste. Et donc on doit faire un choix. Dans Iron Man, c'est Tony Stark le personnage central. A l'inverse, chez DC, dans The Dark Knight, le personnage qui marque ce film, c'est pas Batman, c'est le Joker. Dans un film, il peut y avoir qu'une seule star. Dans Infinity War, c'était Thanos, et dans Endgame, c'était Tony Stark. Tout ça pour dire que la plupart du temps, le protagoniste et ses aventures suffisaient à rendre l'œuvre intéressant, et avec un propos. La chose est que les antagonistes ont tellement de choses à raconter que ce serait dommage de passer à côté. C'est ce qu'a commencé à essayer de faire Marvel. À travers plusieurs films du MCU, elle a transformé Loki de mauvais à plutôt bon, le faire gagner peu à peu en humanité. Le truc, c'est qu'il est mort. Ce Loki avait en effet plus grand chose à raconter. Alors que c'est un personnage subtil, plein de ressources et n'agissant pas de la même manière que tous les protagonistes du MCU. Il n'a pas le savoir de Tony Stark, ni la force de Hulk ou le courage de Captain America. Il est juste malin, doué avec les dagues et les subterfuges. Alors comment raconter quelque chose avec lui? C'est simple, on le reprend avant son évolution et on le refait évoluer, et cette fois, pas de la même manière. Car là, on ne veut pas un simple Loki qui met de côté ses ambitions pour prêter main forte à son frère et son peuple, mais on veut un Loki qui décide de changer car il ne veut plus être celui qui ne peut être cru. Bon, comment réécrire un personnage? Eh bien, avant la création et la destruction, il faut casser le Loki qu'on connaissait, en le rendant impuissant, puis en lui spoilant son avenir, ses relations avec ses amis, son frère, et la fin de son monde, le poussant à reclasser ses objectifs passés pour en avoir de plus grands. Petit aparté sur le passage où Loki se fait détruire. Les gens se sont un peu enflammés sur internet parce qu'il n'a pas été mis assez en avant dans la série. Qu'il est un peu là, très malmené tout le long, sauf que c'est totalement normal. Il se retrouve dans un endroit qu'il ne connaît pas, qu'il ne contrôle pas, avec des gens qui le connaissent mais qu'il ne connaît pas. Et personnellement, je le trouve plutôt bon. Il essaie de tirer profit de chaque situation, il improvise bien et arrive à prendre du recul sur ce qui l'entoure tout en faisant jeu égal avec Sylvie. Alors qu'elle connaît cet univers depuis qu'elle est enfant. De mon point de vue, Loki se débrouille très très bien. De plus, la chimie avec Sylvie est juste parfaite. L'un dans la finesse, l'autre dans la brutalité, les deux arrivent à se guider l'un l'autre. Aucun des deux ne prend réellement le pas sur l'autre. Je trouve juste que les gens sur internet sont habitués à voir leurs protagonistes adulés et soutenus par leur univers, chose qui jure totalement avec cette série. En ce qui concerne la forme, il y a du bon, du très très bon. Il y a dans la direction artistique de la série un hommage à Fallout, avec le look des petits personnages animés qui expliquent le travail de la TVA, et il y a même une mascotte récurrente, chose aussi présente dans Fallout. Mais surtout, ça se tient en termes de fond. L'histoire de Fallout se passe dans un monde détruit par une guerre nucléaire, où l'on incarne un personnage dans un abri anti-nucléaire qui sort de son abri pour des raisons diverses, mais il finit toujours par explorer le monde qui l'entoure. Et c'est ce que fait Loki. Il sort de sa grotte pour découvrir un monde totalement différent. Différent de tout ce qu'il connaissait, en rendant caduques même les matériaux et artefacts les plus rares de son univers, offrant un moyen pour la série de tourner la page avec ce qui s'est passé. C'est à ça que sert cette scène, où l'on voit Loki ouvrir un tiroir avec des pierres d'infinité qui servent principalement de presse-papier. Pas pour se la péter, mais juste pour tourner la page en fait. Personnellement, je vois dans cette partie une référence au mythe de la caverne, selon Platon. Cette allégorie de la caverne nous raconte que des hommes sont enchaînés dans une demeure souterraine en forme de caverne. Attachés depuis la naissance, ils n'ont jamais pu voir la lumière du jour, mais uniquement un faible rayonnement qui parvient à pénétrer jusqu'à eux. Ainsi, ils ne connaissent que les ombres projetées d'eux-mêmes et des choses qui les entourent. Alors il est dit que les personnes capables de se détacher de ces chaînes et sortir de la caverne seraient capables de voir la lumière, la vérité, de se voir soi-même mais aussi le monde qui les entoure, au prix de se faire éblouir. Le problème là-dessus c'est qu'une fois ébloui par la lumière de la vérité, faire chemin arrière est difficile. Les personnes ayant la capacité de sortir doivent y retourner pour pousser les autres à sortir. Le problème est que ce périple est difficile et poussera ceux à l'intérieur de la grotte à ne pas croire ceux qui sont sortis. Platon symbolise par là l'humanité entière, prisonnière ne pouvant voir la vérité. Et les rares exceptions pouvant sortir étant les philosophes. Alors avec tout ça, où est-ce que je veux en venir? Eh bien ça peut sembler évident, mais Loki sort de sa grotte. Et c'est ce passage, où l'on voit Loki se faire humilier qui sert d'éblouissement. En effet, se rendre compte que tout n'était que mensonge et qu'il ne contrôlait rien, fait partie de la lumière. Et c'est en se comprenant soi-même peu à peu qu'il s'habitue à la lumière, et cherche à pousser les autres à sortir aussi. Montrer à certains que le monde qui les entoure n'est que mensonge, et à d'autres qu'ils ne sont pas ce qu'ils pensent être, qu'ils sont bien plus. Enfin bref, retournons à la forme. Dans la série Loki, on voyage. On voyage peu mais on voyage bien. C'est pas juste des simples changements de décor, c'est aussi un changement d'ambiance et limite de propos. Les effets spéciaux n'ont rien à envier au film à gros budget. Quand ça veut montrer des situations désespérées, ça prend les proportions nécessaires. Il y a pas ça ce que je kiffe pas mal dans la série. C'est à l'épisode 3. C'est un plan séquence. Un plan séquence, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on filme une scène sans la couper. Par exemple, dans la série Daredevil, il y a un plan séquence où le justicier se bat contre plusieurs ennemis, en même temps pour sauver un gamin. Dans Loki, c'est le moment où on voit nos protagonistes se battre pour atteindre la fusée.
censé les sauver tout en esquivant les débris de l'astre qui s'abattent sur eux, les bâtiments qui s'écroulent, en plus de se battre contre la police locale. Les chorégraphies de combat sont de qualité, les effets spéciaux surpassent ce qu'on fait de bon nombre de séries et de films, même à gros budget, le tout dans un plan séquence à peine coupé, franchement propre. Pire, c'est qu'ils n'ont pas fait un matraquage médiatique là-dessus, hein, alors que bon nombre de films et séries le font. Et souvent pour des plans séquences où t'as juste deux personnes qui discutent. Bref, je m'égare. Personnellement, je trouve que la mise en scène est pas mal. On n'a pas les dialogues à la rallonge qui nous coupent dans le rythme de la série, et ça ose montrer plutôt d'expliquer. Et ça, pour une série grand public, chapeau bas. Encore une aparté, je vous promets que ça a l'air, c'est faux. Je sais pas si vous l'avez noté, mais toute la série tourne autour du voyage dans le temps. Là, c'était le truc le plus casse-gueule en termes de mécanique scénaristique, car pouvant annuler toutes sortes de progressions. Parce que tout se peut justifier avec un simple retour dans le passé qui répare tout, annulant donc tout enjeu et péripéties, et par conséquent tout intérêt. Chose qui est bien faite, car n'étant pas le point central de l'œuvre et du propos. La question du libre arbitre est posée dans la série. Après tout, si tout est déjà écrit et que ceux qui sortent des clous sont soit supprimés, soit remis dans le droit chemin, qu'est-ce qu'il y a de l'importance dans les actes de nos protagonistes? Car oui, l'histoire d'Iron Man, Captain America, Spider-Man, tout est déjà écrit. Quel est donc le sens de leurs actes? C'était pas relatif à leur réel choix, s'ils sont juste là où ils sont. C'est juste qu'à force de lancer les dés, on finit par avoir ce qu'on veut. Enfin, oui et non. C'est ce que je me suis dit au début, mais au final, leur action, même si validée par un tiers, reste leur action, non? C'est une réelle question, hein, j'ai pas de réponse. Mais prenons juste un instant pour essayer de comprendre ce qu'on essaie de nous raconter. La volonté propre est déterminée par la TVA. On apprend plus tard que c'est dans le but d'éviter une guerre entre univers. Mais alors la TVA n'agissait ainsi que pour la sûreté inter-univers. Donc vient une question plutôt simple, faut-il supprimer la liberté au nom de la sécurité? Et c'est là que j'ai tiqué un truc. À un moment au premier épisode, Loki dit ça. Yeah, and I guess I'm wondering why does someone with so much range just want to rule? I would have made it easy for them. People like easy. The first and most oppressive lie ever uttered was the Song of Freedom. How's that one go? For nearly every living thing, choice breeds shame and uncertainty and regret. There's a fork in every road, yet the wrong path always taken. Good. Yeah. You said nearly every living thing, so I'm guessing you don't fall into that category. Loki il dit lui-même, il désire être roi pour enlever le cadeau empoisonné qui est le libre arbitre. Ce qui finit par choisir lorsqu'il avait le choix entre libérer les univers et littéralement prendre le contrôle à TVA aux côtés de Sylvie. Et c'est le choix de Sylvie et Loki qui diffèrent tant malgré leur voyage. Loki finit par indirectement vouloir le trône et Sylvie plus explicitement veut le détruire. Malgré leur péripéties et leur aventure, ils finissent par revenir à leur choix de base, à leur choix initial. Peut-être est-ce là notre limite à changer après tant de beaux discours et de péripéties. Peut-être qu'on ne peut pas changer fondamentalement. Toute l'œuvre tourne autour de ces deux questions, la sécurité prévaut-il sur le libre arbitre, et peut-on changer qui nous sommes et notre nature? Et c'est généralement là-dessus qu'on se positionne, contre ou pour la TVA. Même si les événements nous poussent à être au début pour et à la fin contre, on finit par prendre nos propres décisions, sur le pour ou le contre, ou du moins un organisme qui effectue la même chose qu'eux pour la sécurité de l'univers, ou si on est contre pour une liberté totale et absolue au risque de disparaître durant une guerre. L'œuvre a des défauts. Certaines inconsistances, il y en a sûrement que je n'avais pas vu ou que j'ai oublié. La façon ridicule dont Sylvie s'enfuit pour la première fois de la TVA. Le fait que la série serve à implémenter des bases pour d'autres films et séries, et pas juste à suffire à elle-même, problème qui mérite une vidéo entière, parlant de la manière qu'a le MCU de faire en sorte que la moitié de ses films servent à teaser le suivant. Une chose est sûre, elle essaie de poser des questions. Et de manière dosée à mon goût. C'est quoi être soi-même? Dépendons-nous vraiment totalement de notre condition? Sommes-nous maîtres de nos choix? Ou sont-elles seulement des réactions logiques prisonnières des événements passés? Pouvons-nous créer un avenir nouveau? Et pouvons-nous changer?